Grégory Poirier, j'ai le plaisir de vous recevoir pour le deuxième épisode de la deuxième saison du Maestro Show. Vous êtes arrivé au Red Star en juin 2024 pour prendre la succession d'Habib Beye. Vous avez réussi à maintenir le club la saison dernière en décrochant une 15e place. Le club est aujourd'hui 3e de Ligue 2 BKT. C'est un sacré début de saison de votre part. Ouais, c'est très satisfaisant. On est super content, super fiers. C'est beaucoup de travail. C'est surtout la récompense. C'est pas une finalité, mais c'est surtout la récompense de beaucoup de travail. Des moments difficiles aussi la saison dernière avec cette année où on voulait vraiment se maintenir après la montée et l'accession du National à la Ligue 2. Et aujourd'hui, on est bien positionné. On fait un très bon début de saison. Une première moitié qui va se finaliser bientôt, mais on est satisfait. Et est-ce que cet été, même dans vos rêves les plus fous, vous aviez imaginé faire une telle première partie de saison ? Alors je me pose souvent la question si je l'avais vraiment imaginé, je dois être honnête, pas à ce point-là, pas aussi haut. J'espérais, on a toujours à cœur de vouloir faire le mieux et de créer des surprises, de déplacer des montagnes, mais j'avoue que si on me l'avait dit, j'aurais eu du mal à y croire. Il y a eu aussi des événements avec la fin de saison l'année dernière un peu dans la difficulté qui sont arrivés tardivement sur les évolutions, notamment les évolutions de l'effectif au niveau du recrutement, et c'était difficile d'envisager une place aussi haut dans le classement au mois de décembre. Donc c'est une belle surprise. Ouais, c'est sûr que c'est des super surprises, on vit pour ça, on vit pour les émotions, pour les aventures humaines dans le foot, c'est très très important. Et quand il y a les résultats, ça facilite tout ça. Donc aujourd'hui, c'est surtout ça. C'est un quotidien où on est content d'aller au club, d'aller au centre d'entraînement et surtout on a hâte et on est impatient à chaque fois d'arriver au match. Et quand on occupe comme ça une place sur le podium à ce stade de la compétition, qu'est-ce que cela dit de votre progression et même de la progression de l'équipe ? Si on regarde la moyenne de points, c'est exceptionnel. On est passé pratiquement de 1 point de moyenne par match l'année dernière à 2 points en très peu de temps. Donc c'est sûr que là-dessus, c'est super intéressant et ça, quelque part, ça matérialise, ça cristallise tout ce qu'on a fait. Donc c'est un travail, c'est plein de choix, c'est plein d'arbitrage, mais c'est aussi du vécu ensemble. On sait qu'aujourd'hui, le foot, c'est beaucoup de productivité, beaucoup de résultats, mais pour ça, il faut développer des facteurs de performance. Et l'aspect humain est très, très important. Donc vous diriez que vous avez évolué et l'équipe aussi a grandement évolué ? Je ne sais pas si j'ai vraiment évolué. Je pense que j'ai pu mettre en place des choses qui ont été le fruit de mes réflexions, de mes interrogations, parce que c'est aussi des doutes, et on essaie toujours d'avoir des remises en question. Mais je pense que c'est surtout... c'est pas tellement une évolution que j'ai eue. J'ai essayé vraiment de tirer des enseignements de la saison dernière, mais avec les joueurs aussi, parce qu'il y avait beaucoup de joueurs qui découvraient ce championnat. Comme moi, on l'a fait ensemble et on a quand même réussi à remplir les objectifs du club qui était le maintien. Et au final, je pense qu'on a été intelligent parce qu'on a su être patient. On s'est aussi appuyé sur une vraie culture du jeu pour arriver à ce maintien. Souvent, les équipes qui jouent le maintien n'ont pas forcément cette philosophie. Et c'est ça qui est super intéressant, c'est que derrière des moments très difficiles, derrière la tempête, il y a souvent des rayons de soleil et parfois c'est très long, mais en tout cas là c'est très rapide et on a su avec le club, avec le staff, avec les dirigeants, prendre les bonnes décisions, même si rien n'est fait et qu'on n'est qu'à la moitié de saison, mais quand on sait que l'objectif cette année c'est plutôt la 10-12e place, on est super content. Cette année il y a Saint-Étienne, Reims, Montpellier, des grosses équipes qui sont descendues de Ligue 1 et qui ont gardé des joueurs qui ont le niveau Ligue 1. Il y a aussi l'Estac qui s'est très bien renforcé. J'ai l'impression que le championnat est un peu moins homogène, non ? Et je pense que ça sera le cas de plus en plus en Ligue 2 si vous regardez bien. C'est vrai que cette année, il y a la particularité dans les 5 premières places d'avoir les 3 équipes qui descendent. Mais je pense que ça va être le cas à l'avenir. Les équipes qui descendent de Ligue 1, il y a tellement une différence entre le joueur Ligue 1 et le joueur Ligue 2 qu'elles seront par définition sur le papier des favoris. Après, bien sûr que le collectif, le travail, la plus-value aussi de l'état d'esprit peuvent être importants. Mais la configuration du championnat de Ligue 2, aujourd'hui, c'est les équipes qui vont descendre de Ligue 1 qui vont être largement favoris. Pourquoi ? Parce que les équipes qui travaillent bien ou les clubs qui travaillent bien sont malheureusement obligés de vendre leurs meilleurs joueurs. Après, l'exception, c'est un peu 3, mais on n'est pas surpris aussi. Le groupe... ils ont pris que des joueurs rompus à la Ligue 2. Ils ont pu se permettre d'acheter certains joueurs, comme Erwan Ifnaoui qu'on avait l'année dernière, et ça, c'est quand même une... Antoine Mille aussi qui est très bon. C'était le meilleur joueur de Pau et un des meilleurs joueurs c'est un des meilleurs joueurs du championnat, sinon le meilleur. Là, il est en tête de toutes les statistiques. Moi, personnellement, c'est le joueur que je trouve le plus performant parce qu'il n'y a pas que l'élégance, il y a aussi l'efficacité, il est très très bon. Et 3 a pu se permettre d'acheter des joueurs et de faire vraiment une équipe construite pour monter en Ligue 1.
Et justement, est-ce que vous diriez que les équipes un peu de bas de tableau sont plus faibles, par exemple, que la saison dernière ? Alors bizarrement non, je trouve qu'après ce petit lot qui se détache, notamment des équipes qui descendent de Ligue 1, on a un groupe très homogène. Beaucoup voient, parce que Boulogne a eu un recrutement tardif, une équipe qui était prédestinée à jouer... Alors bien sûr qu'ils vont jouer le maintien, hein, ils vont être en fin de classement peut-être, mais quand je vois l'état d'esprit qu'ils affichent, la solidarité, c'est des valeurs qui vont compter. Et aujourd'hui, chaque week-end, c'est une surprise. Donc aujourd'hui, c'est difficile de dire qui est sûr de descendre. Et justement, contre les gros, vous avez livré une très belle performance face à Saint-Etienne. Vous les avez complètement étouffés. Ils n'ont rien pu faire du match quasiment. Mais par contre, moi, je vous ai trouvé beaucoup plus en difficulté face à l'Estac. Est-ce que vous êtes d'accord pour dire que c'est un peu l'équipe qui vous a posé le plus de soucis cette saison ? Je suis d'accord pour dire que c'est la meilleure équipe qu'on a affrontée, que ça soit à domicile ou à l'extérieur. Donc ça, c'est clairement une équipe qui a beaucoup de qualité, notamment dans la transition. Et c'est aussi une des phases sur laquelle on doit encore progresser. Donc ça coïncide avec ce ressenti. Mais je pense que sur le papier, c'est une équipe qui est armée pour monter, parce que vous avez des joueurs aussi qui n'ont pas connu cette Ligue 1 et qui ont envie d'aller la chercher. Je suis assez d'accord, même si je pense que Saint-Etienne a fait un non-match contre nous, il faut le reconnaître. Et justement, vous avez beaucoup la possession du ballon depuis le début de saison. Vous aimez bien repartir de votre défense à 3. Comment est-ce que vous définissez votre style de jeu, le style Grégory Poirier ? Ce qu'on peut appeler philosophie ou identité ou même projet de jeu, c'est très très important. Et là, c'est vrai qu'il faut revenir à l'origine. Beaucoup de gens voient un peu le fruit de notre travail ou le fruit de notre qualité dans le jeu cette année. Mais ça part de l'année dernière dans des moments difficiles, pas forcément avec l'effectif à disposition, la qualité, mais il fallait travailler avec ces joueurs à développer aussi, qui prennent de l'expérience. Et c'est pas facile de demander à une équipe qui n'a pas l'habitude de ce championnat, avec des joueurs qui découvrent ce championnat, de jouer et d'assumer la possession. Donc on a vraiment voulu faire ce parti pris la saison dernière. Et on passe par des moments difficiles, parce que parfois quand vous ne gagnez pas, ça ne valide pas ce que vous mettez en place. Et nous, on est resté dans ça. Et c'est ce qui fait aussi cette année que cet effet surprise où on a très vite basculé vers le fait de doubler nos points. C'est parce que justement, on a su rester dans ça malgré les moments difficiles. On ne s'est pas remis en question sur ça. Par contre, on a apporté beaucoup d'évolutions, notamment dans le jeu. Par exemple, sur la dominante athlétique, cette année, on est la deuxième équipe qui court le plus. Et dans les enseignements, dans les conclusions, dans les bilans de la saison dernière, on avait vu qu'il en manquait sur certains domaines athlétiques. Dans l'attaque de profondeur, que ce soit la petite ou la grande profondeur, on a beaucoup progressé, à l'image de Damien Durand. On n'a pas forcément pris un attaquant cette année qui sort de Ligue 1 ou de grosses divisions, de gros clubs de Ligue 2, pardon. On a rappelé Giovanni Kanga de son retour, et c'est une bonne... un prêt de développement qui a beaucoup marché. Et puis à Dijon, voilà. Et on a Kevin Cabral aussi qui va nous montrer de bonnes choses. On a pris Salman Hachem de National, et on a prolongé Hassan Ben Ali. Donc on a beaucoup progressé sur l'aspect offensif, mais surtout parce qu'on bonifie cette phase de possession. On savait qu'on était bon dans la construction, dans la progression, dans les lancements de jeu, mais si vous mettez pas l'efficacité, à l'image du PSG, même si eux ils ont beaucoup de marge, je pense que tous ces projets de jeu où vous êtes très joueurs, on peut être amené à tomber dans le doute si vous validez pas, parce que à un moment c'est les zones de vérité, hein, c'est les zones de vérité qui comptent. Et puis en parallèle, il y a tout le travail défensif. On est beaucoup plus solide aussi que l'année dernière. Ça, c'était une question de maturité, parce que vous pouvez apprendre à bien défendre votre équipe, mais il faut aussi un minimum de connaissance du niveau, de repères défensifs dans cette division. On a su, dans notre recrutement, amener un peu d'expérience Ligue 2. Et justement, vous avez parlé du PSG. Est-ce qu'à titre personnel, il y a des équipes qui vous inspirent en Europe ou ailleurs ? Le PSG en France, forcément, et puis surtout la saison dernière. Moi, ce qui est très beau dans le PSG de l'année dernière, c'est que c'est un vrai collectif. Ils ont montré ces derniers temps qu'il y avait les individualités, et à un moment, ça a été un choix du club. Et là, ils sont partis plus dans un cadre collectif avec un coach qui décide de A à Z. Et c'est surtout ça aujourd'hui, c'est que bien sûr on est dans un sport, on peut penser que c'est un des sports les plus individuels des sports collectifs, mais la vérité c'est qu'aujourd'hui, toutes ces tâches défensives, toutes ces tâches offensives où on doit faire les choses ensemble ont beaucoup plus de répercussions positives que les pures individualités. En tout cas, moi ce qui m'intéresse, c'est de voir une équipe qui
qui sait ce qu'elle a à faire et qui le fait avec des valeurs. C'est-à-dire qui sait ce qu'il a avec une cohésion opératoire dans le jeu, mais aussi cette cohésion un peu plus sociale où on amène du supplément d'âme. Et il y a des coachs auxquels vous aimez vous identifier, qui sont un peu vos sources d'inspiration ? Forcément, quand vous êtes coach, bon là maintenant ça fait 10 ans que j'entraîne, donc je suis pas fan d'un coach plus que d'un autre, mais on essaie toujours de voir ce qui se fait, de se réactualiser, de se réinventer. Et ce qui peut se passer, c'est que moi, quand j'ai arrêté ma carrière, même si c'était plus jeune que prévu dû à une blessure, on avait beaucoup d'héritage de défensif, de tâches défensives, de discipline, de plans de jeu défensifs. Et ce qui s'est passé sur les 10-15 dernières années, à l'image d'un Pep Guardiola qui a révolutionné le football offensif, même si Johan Cruyff l'avait fait avant, ça donne beaucoup d'idées, beaucoup d'envie. Et puis aujourd'hui, les joueurs de foot, faut savoir qu'ils se nourrissent à travers l'aspect offensif. Même un milieu défensif, voire un défenseur, il vient à l'entraînement marquer ou relancer, ou casser des lignes par la passe. Mais aujourd'hui, n'importe quel joueur, presque, vous allez comment s'est passé ton match, est-ce que tu as fait un bon match? Si c'est un défenseur, il est capable de dire j'ai bien relancé, j'ai cassé des lignes. Mais il ne faut pas oublier l'aspect défensif parce que c'est un équilibre. Mais je trouve qu'aujourd'hui, la vraie différence par rapport à il y a 10 ans, c'est qu'on a besoin de football offensif, de créer des émotions par le jeu. Et sur l'aspect défensif, ça va être plus le pressing qui fait développer la passion et les émotions chez les gens, que ce soit chez les joueurs ou chez les spectateurs. Donc évidemment, tous ces coachs qui font qu'aujourd'hui on presse très haut, moi, ça m'inspire forcément. Mais sur l'aspect offensif, c'est comment arriver à faire progresser l'équipe jusqu'au but adverse. Mais j'ai aussi cette âme de compétiteur. Et je peux reconnaître qu'un Simeone, par contre, par exemple, c'est un super coach aussi parce qu'il fait gagner ses équipes, même avec un projet de jeu très défensif. Parfois, c'est très ennuyant. Parfois, c'est ennuyant, ça c'est sûr. Et quand on est consommateur ou spectateur... On n'a pas envie de se mettre devant l'Atlético, quoi. Non, parce qu'il y a une passion aussi à côté, hein. Il y a d'autres valeurs. Mais sur l'aspect offensif, le PSG de l'année dernière, c'est top. Moi, j'aime bien cette année ce que fait le Bayern. Ils ont posé pas mal de problèmes au PSG, mais ça va dépendre des époques, des joueurs, de plein de choses, parce que c'est un coach, mais c'est aussi la matière qu'il a, faut jamais l'oublier. Et vous avez parlé de la progression du Red Star sur le plan défensif. Est-ce que pour vous, c'est primordial d'avoir une bonne défense? Parce que c'est quelque chose que vous aviez déjà eu avec Martigues, où quand vous avez réussi à faire monter le club de National à la Ligue 2, vous aviez la meilleure défense du championnat. Moi, je pense un peu, en tout cas, c'est ce que j'essaie de faire ressentir à mes joueurs, qu'il faut nourrir votre projet à travers l'animation off. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous devez proposer à vos joueurs une culture de l'aspect offensif. Maintenant, on sait que, et à l'image de notre saison l'année dernière, si vous n'avez pas une assise défensive, une certaine solidité qui vous aide à voyager, quand on dit voyager, c'est pas forcément à l'extérieur, c'est à faire les matchs et à vraiment traverser ce championnat. C'est trop important aujourd'hui. Pour valider aussi notre projet de jeu très joueur, parce qu'on était une équipe de possession, même l'année dernière quand on jouait le maintien, c'est parce qu'on sait qu'on a confiance aussi que si on perd le ballon, derrière on a une assise défensive. Ça c'est très important, en fait c'est ce qui va donner de la force à votre projet offensif que d'avoir une bonne assise défensive. Donc pour moi c'est du 50-50, parce que de toute façon que vous soyez une équipe de possession ou de transition, vous avez entre 45 et 50% du ballon, à part le PSG en Ligue 1. Donc à partir du moment, ça veut dire qu'une fois sur deux, il faut savoir bien défendre et bien attaquer. Mais c'est vrai que nous, on est plutôt à vouloir le ballon, à avoir beaucoup de maîtrise technique. Par contre, il ne faut pas oublier d'être vigilant défensivement et de construire ses attaques pour ne pas être trop en danger quand on perd le ballon. Et en dehors de l'aspect tactique, on ne vous connaît pas trop encore plus proche de l'intérieur au Red Star. Comment est-ce que vous êtes avec vos joueurs? Quelle est l'importance des rapports humains pour vous? J'essaye d'avoir plusieurs formes de management. Déjà, on peut avoir plusieurs catégories de joueurs en face, hein. Vous avez des joueurs qui jouent beaucoup, des joueurs qui jouent moins, des joueurs d'un certain âge qui ont connu ce championnat ou des joueurs en développement. Donc déjà, je pense qu'il y a des règles collectives, notamment sur l'aspect humain qui correspondent à la considération humaine, parce qu'avant d'entraîner des joueurs, vous entraînez des hommes. Et c'est très important pour durer, parce que nous, on voit les matchs le samedi où il faut gagner et mettre les ballons dans le but. Mais il y a un quotidien comme tout le monde peut avoir dans une entreprise, où la considération humaine est très très importante. Et c'est important de connaître l'humain qui est en face, d'apprendre à l'aimer, de le connaître. Et ça, c'est très important. Ça vous aide à avoir un espèce de supplément d'âme aussi, parce que les joueurs se battent pour un club, mais ils se battent aussi pour des règles, pour un collectif et aussi pour un coach. Donc c'est important d'avoir un bon relationnel. Mais sur l'aspect du management, je pense qu'il faut, en fonction de ce qu'on veut, c'est-à-dire qu'il y a certains joueurs
où il faut être un peu plus tendre, un peu plus vers l'exigence, d'autres vers la bienveillance, mais ça peut dépendre d'un timing aussi. On peut alterner les formes de management. Je vais mettre la distance ou pas, en fait, ça va dépendre de notre exigence, de ce qu'on a besoin et surtout de ce que font les joueurs. C'est vraiment individuel, quoi, c'est du cas par cas. Il y a des choses très individuelles comme par exemple les objectifs individuels que vous pouvez avoir avec les joueurs, mais après il y a des règles collectives que là vous mettez en avant devant tout le monde. Je pense que ça dépend de plein de choses. Il y a la dynamique de résultat aussi, on va pas se mentir, font que l'humeur elle est différente et que le rapport, le relationnel, tout ce que vous faites, si c'est validé par des résultats, ça vous donne de la force, hein, on va pas se mentir. Mais moi ce qui est important, c'est je pense de créer une aventure humaine, mais parfois c'est pas que de la bienveillance, c'est l'exigence de la fermeté. Comment on arrive à créer une aventure humaine, à obtenir des liens entre les joueurs ? Vous incarnez normalement aussi dans votre management certaines valeurs. Donc déjà, humainement, comme j'ai dit, c'est important d'être quelqu'un de juste, ou en tout cas d'essayer, parce que tous les joueurs qui jouent pas vous diront que vous n'êtes pas juste. Mais en tout cas, d'être précis sur ce qu'on veut dans le jeu et d'être assez cohérent sur l'aspect humain. Ça, c'est très important d'avoir un fil directeur, je dirais. Si vous faites que changer, ça peut être compliqué. Moi, je prône quand même... à tous les coachs ou les jeunes coachs d'essayer d'avoir un plan précis, que ça soit dans l'aspect jeu ou l'aspect humain, et de s'y tenir. Après, bien sûr qu'il y a des périodes où on peut changer. Mais je reste un jeune coach qui veut être proche de ses joueurs et vivre des choses avec ses joueurs. Maintenant, forcément, il y a des joueurs qui n'ont pas besoin de relationnel proche. Et là, il faut s'adapter, il faut savoir être très professionnel avec eux. Et à l'inverse, il y a des joueurs qui ont besoin de beaucoup de confiance, de presque des entretiens quotidiens. Moi, j'ai beaucoup Ça vous arrive de voir certains joueurs tous les jours ? Alors tous les jours peut-être pas parce qu'on a quand même 25 joueurs, mais tout ce que je peux dire c'est que j'ai une dizaine d'entretiens individuels par semaine et vous avez intérêt de les préparer à un minimum. Alors il faut qu'il y ait une part de naturel, ça c'est obligatoire, mais il faut faire attention à tout ce qu'on dit parce qu'un joueur quand il vous voit, il voit l'autorité en face, il voit celui qui va faire les choix. Donc c'est important ce que vous allez dire, est-ce que vous attendez du joueur, que ce soit sur l'aspect mental ou sur l'aspect tactique. Donc ces entretiens, il ne faut pas que ça soit non plus que tout le temps de façon informelle, il faut que ça soit très formel aussi des fois, en montrant les objectifs et les attentes. Et ça vous demande beaucoup de temps de préparation, en plus déjà de la préparation des matchs, etc. C'est une énergie incroyable. C'est un métier où il faut de l'énergie pour tout le monde, en fait. Même pour votre staff, il ne faut pas croire. Mais aujourd'hui, si vous ne considérez pas votre staff, alors c'est vos facilitateurs aussi. Mais il faut beaucoup de considération par rapport à son staff. Et ça demande une énergie. Il faut aussi avoir un équilibre familial. On a une femme, des enfants. Et à un moment, il faut s'y retrouver. Ça fait beaucoup de choses. Il faut aussi un équilibre personnel. Et en fait, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe ? Pour moi, un coach, c'est celui qui définit le plan de jeu, qui doit faire gagner les matchs, faire progresser ses joueurs, faire progresser son club. Et pour ça, il doit les motiver. Alors après, il a une force de travail avec son staff pour faire progresser et dans le jeu et sur d'autres aspects motivationnels ses joueurs. Mais c'est important qu'on ait vraiment de l'aide parce que tous ces entretiens, ça vous prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Mais après, il y a ce que j'ai appris malgré mon jeune âge, c'est à déléguer certaines tâches du quotidien, notamment des entraînements, soit dans la conception, soit dans l'animation, à ses adjoints. Et ça, c'est quelque chose que vous avez appris de vous-même ou on vous l'a conseillé ? Il y a les formations. Aujourd'hui, et c'est une des forces de la FFF, il y a beaucoup de méthodologies de travail avec le management du staff. Mais je pense que c'est l'expérience. Aujourd'hui, c'est le quotidien. Après, il y a des gens qui sont brillants. Il leur suffit d'une fois pour apprendre. Ils peuvent faire des erreurs, mais la fois d'après, ils vont moins la faire. Et ça, c'est très important parce que l'expérience, qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que c'est attendre d'avoir 60 ans alors qu'on n'a pas le temps ? Les codes aujourd'hui, chez les jeunes, font que évoluer. Donc, on est très vite un vieil entraîneur. Et en même temps, il faut beaucoup d'expérience. Donc, c'est compliqué. Mais aujourd'hui, moi, je pense que l'expérience, c'est quelque chose qui... Puis aussi, s'adapter et avoir des mises à jour. Il faut être en capacité, des fois, d'avoir beaucoup d'écho, de rester sur ses convictions, mais en parallèle de savoir un peu plus s'effacer ou se remettre en question parce qu'on n'a pas toujours raison, on fait des erreurs. Ça demande beaucoup d'ouverture d'esprit, quoi. Beaucoup d'introspection, beaucoup d'auto-analyse, beaucoup d'ouverture d'esprit, la capacité à prendre sur soi, il y a beaucoup d'humeur, d'état d'âme chez les joueurs. Aujourd'hui, tout le monde en face vous montre par son attitude, par son expression, ses états d'âme, son humeur. Et ça, il faut être en capacité de
de supporter ça. Alors parfois, ça fait partie de notre métier, mais parfois c'est dur aussi. Si on est fatigué, on a mal dormi, on va moins bien. Et qu'on vient se plaindre, ouais. C'est compliqué. Et puis après, quand on est coach, on a vite fait de faire des raccourcis. Vous avez un truc que vous voulez à l'entraînement, vous l'avez pas. Vous allez croire que c'est parce que votre exercice n'est pas bon, que vous avez mal travaillé, mais des fois c'est juste que le joueur. Ouais, il faut aussi avoir des convictions fortes par moment, quoi. Oui, voilà, il faut faut avoir de la hauteur aussi, tout en ayant du caractère. Donc c'est un mélange de tout, c'est beaucoup de dosage et c'est une gymnastique en fait, parce qu'en fait vous alternez plein de choses différentes. Et il faut être en capacité de montrer aux joueurs que vous êtes là pour mener le bateau, mais que vous avez besoin d'eux et que vous êtes avec eux aussi, quoi. Et vous avez beaucoup parlé de la saison dernière. Moi, c'est une question que je me pose beaucoup depuis le début de saison et vos bons résultats. C'est en quoi vraiment la saison dernière, elle a été fondatrice dans tout ce que vous proposez aujourd'hui. Vous avez découvert la Ligue 2 l'année dernière et même pour votre équipe. On sent vraiment que en fait, c'est passé quelque chose de la saison dernière qu'on n'a pas forcément vu et qu'en fait, on voit cette année avec vos résultats. Ouais, c'est ce que je disais. Il y a tout un travail qui est invisible et en fait, les gens, eux, ils regardent que les résultats. Et au final, ils pensent que par rapport à l'année dernière à cette année, il y a eu un truc extraordinaire. Mais c'est ça qu'on n'arrive même pas à expliquer, en fait. C'est que on est resté dans ce qu'on voulait depuis l'année dernière, et bien sûr avec l'apport de plein de choses, que ça soit des actions, que ça soit une évolution du staff, parce qu'on a changé des choses, comme je vous ai dit, on a travaillé sur les paramètres à améliorer, les facteurs de performance, et aussi le recrutement, parce qu'on a apporté des choses, mais ça fait que ça fonctionne d'un coup. Mais si vous regardez bien, on parlait du PSG, leur première année, elle n'est pas extraordinaire, et des fois, il faut juste laisser du temps au temps. Même leurs 6 premiers mois de la saison dernière. Ils auraient pu basculer à très peu pour ne pas se qualifier et ne pas être champion d'Europe. Donc, ça ne joue à pas grand-chose, c'est une addition de plein de détails, de plein de facteurs, qui font basculer les choses du bon côté. Et c'est ça qui est intéressant. Mais c'est aussi, je pense, comme j'ai dit, une aventure humaine. Et parfois, vous ne savez pas pourquoi les planètes ne sont pas alignées. Et d'un coup, elles s'alignent. D'un coup, elles s'alignent. Alors, soit avec des nouvelles personnes, soit avec les mêmes personnes, mais parce que chacun s'est remis en question. Mais quand même, pour essayer de donner des éléments, on va dire... Il y a quand même plusieurs changements qui ont été faits. Déjà, vous êtes passé l'année dernière, vous avez essayé plusieurs systèmes. Cette année, vous êtes passé à un système à 3 derrière. Pourquoi avoir pris cette décision ? Ça, je l'ai eu en cours de saison l'année dernière, par exemple. En fin de saison, vous avez joué que à 3. Mais voilà. Dans la saison, vous aviez joué à 4. Exactement. Mais ça, par exemple, ça se voit maintenant parce qu'on ne change jamais de système et on joue toujours avec les mêmes repères. Exactement. On a ces valeurs refuges dans le jeu. Mais en vrai, c'est des questions que je me suis posées l'année dernière et auxquelles j'ai répondu en cours de saison l'année dernière. Mais il faut que ça prenne du temps pour que ça paye. En fait, l'année dernière, je trouvais que je me suis dit, déjà moi j'étais venu avec plutôt un projet de jeu à 4 défenseurs, mais on faisait les lancements de jeu à 3. C'est-à-dire que c'était un système hybride à Martigues où on ressortait les ballons à 3, mais on défendait à 4. J'ai essayé de l'instaurer, ça demande beaucoup de temps et des joueurs qui correspondent à ces attentes dans le jeu. Donc j'ai pas pu le faire. Après, je m'étais aperçu qu'il y avait certains matchs où il fallait peut-être mieux changer parce que c'était la logique du moment, c'était ma réflexion du moment. Et puis après, je me suis aperçu qu'en fait, il fallait mieux que moi je m'adapte à ce système-là, tout en mettant mes principes de jeu, mes volontés, ma philosophie de jeu à travers ce système. Je n'ai pas de problème avec le système. Martigues, quand je suis monté la première année, j'avais aussi une défense à 3. C'est une histoire de joueurs qui correspondent et du coup, j'ai adapté mon recrutement. Ça aussi, par exemple, c'est quelque chose de très important qui marche cette année. L'année dernière, moi, quand j'arrive comme ça en cours de... C'est la fin d'un cycle avec Abib Bey. Vous prenez la suite d'Abib Bey qui avait... C'était dans la tête des joueurs, plusieurs schémas de jeu différents, il a fallu tout changer. Eux, ils en avaient surtout un seul, c'était le fait de jouer à 3. Mais par exemple, ils jouaient avec des pistons très, très offensifs, avec pied opposé, c'est-à-dire un excentré gauche droitier et un excentré droit, un piston droit, gaucher. Ça, vous pouvez le faire quand vous avez de la marge. En tout cas, c'est ce que j'estime. Mais l'année dernière, si je m'étais amusé à faire ça et je l'ai fait un moment... défensivement, ça va vous coûter. Donc, il a fallu aussi faire comprendre aux joueurs. Et ça a été dur justement de faire changer les habitudes des joueurs qui en plus étaient convaincus parce qu'ils venaient d'être champions. Mais regardez ce qui s'est passé avec Martigues ou le Red Star l'année dernière. Moi, j'ai fait les deux clubs, donc je suis bien placé pour le savoir. Vous avez vos habitudes avec votre coach, Abib Bey au Red Star, et vos habitudes avec Greg Poirier à Martigues. À passer derrière un coach qui a réussi, qui vient de monter, qui a optimisé, qui a parfois surperformé, je peux vous dire que c'est très difficile. Parce que chacun a son fonctionnement, chacun a sa méthode d'entraînement, a son identité, sa philosophie de jeu. Mais souvent, comme vous êtes monté avec des ancrages particuliers, des codes particuliers, des refuges particuliers, l'année d'après,
c'est dur de remettre en question ça. ça. Les joueurs s'y sont totalement identifiés et n'ont pas envie de changer. Ils n'ont pas envie. Et en plus de ça, il y a un autre phénomène qui arrive, c'est que c'est pas le même championnat. Donc l'adversité, mais ça, ils vont pas forcément le comprendre, ou l'accepter. Parce que l'humain, il est fait comme ça. Et donc, on voudrait rester dans ce qu'on a, dans les choses qui ont marché la saison d'avant. Et un autre élément aussi, un autre changement, pas de système, mais cette fois de repositionnement de joueurs. Il y a plusieurs joueurs que vous avez repositionnés. Vous avez mis Riyad Hachem au milieu de terrain. Dylan Durivo, il est un peu plus dans l'axe maintenant de la défense à 3. Damien Durand, moi je trouve qu'il est quand même plus proche du but. Pareil, ces idées, elles vous sont venues en fin de saison dernière ou... En fait, ce qu'il faut, parce que là, ça me vient un peu en vous parlant, c'est de convaincre. Donc il faut reconvaincre certains joueurs, reconvaincre les dirigeants. Après, moi, quand je suis arrivé, il y avait une certaine équipe dirigeante, ça a un peu évolué aussi. Mais quand vous arrivez, il y a une équipe qui est déjà construite avec un effectif. La construction de l'effectif, on ne va pas se mentir, c'est 70% ou 80%. Après, c'est au coach, comme on dit, d'avoir le permis. Quand on m'a mis des belles équipes entre les mains, on me dit maintenant, on va voir si tu as le permis pour conduire une Formule 1. C'est un peu ça. Après, il faut avoir, nous, la capacité à emmener un groupe. Mais après, ça dépend de ce que vous avez aussi, la matière, il ne faut pas l'oublier. Et ce qui se passe, moi, quand j'arrive à HM, par exemple, c'est le seul joueur qui peut jouer piston gauche l'année dernière. Donc, j'accepte et je le fais travailler piston gauche. Mais depuis le premier jour que je suis au Red Star, je sais très bien qu'il est milieu de terrain. Maintenant, c'est planter des graines et convaincre mes dirigeants que HM, il est meilleur au milieu. Et il faut que je le prouve aussi par des résultats, par une performance. Et au fil de la saison, on a vu Riyad Hachem qui était très cohérent dans sa complicité parce que ça n'empêchait pas d'être bon avec Damien Durand l'année dernière. Et cette année, je l'ai essayé en centrale. Et en même temps, le recrutement était encore ouvert en milieu central, en milieu relayeur ou milieu défensif. Mais en même temps, j'ai convaincu mes dirigeants qu'il fallait recruter un piston gauche. Alors, on n'a pas forcément pu. Et du coup, j'ai redistribué certaines cartes, et notamment Kemo Cissé, que j'ai mis piston gauche sur son pied gauche. Alors lui, c'était une nouveauté, il n'avait jamais joué piston gauche. Ça marche plutôt pas mal. Il fallait bien défendre, mais cette année, je suis content parce que ça marche. Et ça, c'est des trucs, c'est des intuitions que doit avoir un coach. Dylan Durivo, l'année dernière, en piston droit, on trouve qu'il n'a pas assez de jambes pour répéter les efforts, mettre beaucoup de jambes. Donc on le replace. Alors qu'aujourd'hui c'est le roi de l'interception en Ligue 2. Voilà, la lecture défensive. C'est quelqu'un qui... Mais c'est nous aussi qui le voyons au quotidien. Enfin, l'année dernière, moi, à Rodez, je me suis dit à partir de maintenant, il va jouer central droit parce que j'étais persuadé. J'ai tenté le coup, on fait un super match à Rodez, il fait un gros match et depuis c'est parti. Donc il y a des choses à tenter, il y a des choses que vous essayez qui ne marchent pas aussi et c'est pour ça que ça prend du temps. Et Damien Durand, c'est pareil, il est en train de réaliser un peu la meilleure saison de sa carrière. Est-ce que c'est le repositionnement ? Comment vous l'expliquez ? Lui... Honnêtement, je pense que Damien, sa place préférentielle, c'est excentré gauche dans un 4-3-3. Sauf qu'il aime partir de la ligne, être dans la percussion. Sauf que c'est quelqu'un qui sent le jeu, qui est capable, dans la zone de vérité, de donner la dernière passe ou de marquer des buts. Donc j'ai essayé juste de le convaincre qu'il pouvait être attaquant. Maintenant, il fallait lui donner aussi des situations de jeu où il se sentait bien. Si c'est caler des ballons, être dos au jeu et prendre l'impact des défenseurs... Là, il est très libre quand même et il part très souvent de son côté. Parce qu'on a déjà 2 attaquants et puis surtout on a un jeu de progression, un jeu de construction. Donc ça permet de trouver des déplacements entre les lignes où il peut se mettre après face au jeu et être dans ses zones de confort et les zones et surtout les situations qu'il affectionne. Et en plus de tous ces joueurs que vous avez repositionnés, le Red Star a aussi recruté des joueurs avec un joli CV quand même, comme Gaëtan Poussin, Saïfedine Raoui, Giovanni Hague. Quelle a été un peu votre part dans le recrutement de tous ces joueurs ? On a vite essayé il y a eu des évolutions sur l'aspect organisationnel avec les dirigeants. On avait une équipe de 5 ou 6 personnes. Donc il y avait le président et Pauline Gamère qui étaient à la direction. Et dans la cellule de recrutement, il y avait Kevin Lesporte et Steve Marley. C'est rajouté Greg Dupont qui est le directeur du foot. On s'est dit que déjà on essayait d'avoir des décisions collégiales. Moi je faisais remonter ce que j'avais besoin et ils pouvaient me proposer des profils que je validais. Mais c'est des discussions et parfois vous avez des arbitrages. C'est-à-dire que parfois vous avez des opportunités, parfois c'est vraiment un besoin ciblé. C'est plein de choses en fait. Et on a su travailler de façon collégiale dans cette organisation-là, qui peut encore s'améliorer, mais déjà sur le premier recrutement qu'on a fait tous ensemble, c'était très positif. Ouais, donc vous avez vraiment pu jouer un rôle dans le recrutement, vous avez à chaque fois eu votre mot à dire. Je veux pas tirer la couverture, mais c'est un des changements par rapport à l'année dernière. Clairement, l'année dernière, j'arrive, il y a déjà un recrutement qui a avancé, parce que moi je signe qu'en juin.
Et le directeur sportif en place avait déjà avancé sur le recrutement, donc j'ai impacté que sur les arrivées après. Et là, cette année, forcément, j'ai beaucoup plus d'impact sur la construction de mon effectif. Ça a été une grosse différence. Ouais. Et quand on a des joueurs comme ça avec autant d'expérience qui arrivent, en plus du terrain, qu'est-ce que ça apporte au groupe ? Déjà, quand vous êtes coach, vous devez aussi réfléchir à quels sont les hommes que vous recrutez, au-delà des joueurs. Et ça, c'est très important d'avoir des joueurs qui véhiculent vos valeurs ou ce dont vous voulez, que ça soit dans le jeu ou que ça soit dans le quotidien. Donc ça, c'est très important dans le recrutement, de savoir qui on recrute. Père de famille, pas père de famille, est-ce qu'il va s'adapter à Paris ? Est-ce qu'il va incarner des valeurs de professionnalisation ? C'est-à-dire qu'on est une équipe qui montait de National à Ligue 2, et comme Martigues, comme j'ai pu dire tout à l'heure, il y a certains joueurs qui ne sont pas habitués à ce niveau-là. Parce que vous pouvez avoir des joueurs avec beaucoup de qualité en National, mais la répétition de la professionnalisation au quotidien, c'est quelque chose qui n'est pas donné à tout le monde. Arriver tous les jours et de se donner et vouloir faire plus, c'est quelque chose de particulier, c'est un métier au quotidien. Et donc ça, il fallait apporter ça aussi à travers les recrues. Mais sur l'aspect jeu, on a surtout ciblé sur ce qu'on voulait en termes de jeu. Il manquait certains profils, comme Dembo Silla, notamment en tant que piston droit, qui nous apporte beaucoup dans sa puissance, dans sa vitesse. Ouais, c'est un super joueur. Voilà, après lui, on l'a très vite ciblé et ça fait partie... ça, par exemple, c'est une recrue que moi j'ai validée, mais que c'est pas moi qui l'ai proposée. Okay. C'est Kevin Lesport et Steve Marley, qui le connaissaient bien, avec la relation que peuvent avoir mes dirigeants, que ce soit Greg Dupont ou Pauline Gamère avec Lorient. On a pu avoir ce genre de joueurs, donc ça c'est très très bien. Et puis après, on a fait aussi des coups très tardifs comme Giovanni Hague, le dernier jour du Mercato. Un joueur qui avait été très très fort à Rodez, qui était parti en Allemagne et là que vous avez repris. Voilà, moi c'était un joueur dont les qualités je savais allaient beaucoup apporter à mon équipe et sur mon projet de jeu surtout, donc ça c'était très important. On a eu cette réussite de l'avoir au dernier jour. Et puis il y a beaucoup de joueurs qu'on avait l'année dernière aussi. Ça fait il y en a aussi beaucoup qui sont partis. Ouais, mais qui sont partis. Vous avez aussi beaucoup dégraissé. C'est un peu la chance qu'on a cette année par rapport à l'année dernière, c'est qu'on a beaucoup plus agi sur l'effectif. Donc ça c'est vraiment quelque chose de très important dans notre progression. Et puis après, ne pas enlever aussi une chose très importante, c'est que beaucoup de joueurs de l'année dernière ont progressé. On parle de Damien Durand par rapport à ses stats. On parle de Kemo Cissé par rapport à son replacement. Riyad Hachem, son replacement. Tous ces joueurs-là, on a une plus-value cette année par rapport à l'année dernière. Alors ok, ils ont découvert la Ligue 2, mais on a beaucoup de joueurs qui sont bien meilleurs que l'année d'avant où ils découvraient ce championnat. Et vous avez évoqué le nom de Grégory Dupont, qui est donc le directeur du football du Red Star. C'est l'ancien directeur de la performance, entre autres, du Real Madrid. Il est passé dans le staff de l'équipe de France, notamment lors de la Coupe du Monde 2018. Qu'est-ce qui vous apporte au quotidien, à vous et à toute l'équipe, même dans le recrutement, enfin, au global? Dans la performance, son pouvoir sa capacité, sa force à convaincre, elle est extraordinaire. Quand vous avez fait Lille, Celtic, l'équipe de France, le Real de Madrid, et que en plus vous voulez développer la performance, la capacité à être professionnel, comme j'ai dit tout à l'heure, dans l'intensité du quotidien, forcément Greg Dupont il a un impact, les gens le respectent beaucoup par rapport à ça. Et puis au-delà de ça, de cette expérience et de cette plus-value dans l'aspect performance, c'est quelqu'un qui est à l'écoute du staff. Il a fait partie des staffs, donc pour moi ça m'a facilité le fait de pouvoir faire évoluer mon staff, parce que ça on n'en a pas parlé, mais c'est aussi une des composantes qui a beaucoup changé par rapport à l'année dernière. On a, comme j'ai pu dire, des fois les planètes ne s'alignent pas. J'ai pu beaucoup plus impacter sur mon staff cette année que l'année dernière. Vous avez recruté ? J'ai recruté, il y a eu des évolutions, des changements. Et c'est pas parce que l'année dernière, on n'a pas eu des résultats. C'est parce que j'avais la conviction que je dois m'associer à des gens compatibles et complémentaires. Parce qu'on est dans des enjeux professionnels. Et aujourd'hui, un coach, il doit pouvoir aussi amener sa force de travail. Enfin, je veux dire, si vous ramenez que le coach, alors qu'il y a une méthode de travail, un fonctionnement, une communication, un management, un projet de jeu... Oui, avec un groupe de 25 joueurs, il va avoir des difficultés. Un groupe de 25 joueurs qu'il n'a pas choisi et que vous n'amenez pas sa force de travail. Enfin, à un moment, il n'y a pas de surprise, il faudra du temps. Et c'est ce qui s'est passé, en fait. Il a fallu du temps. Mais par exemple, j'ai pu impacter aussi sur mon staff, et ça, c'est très important. Et Greg Dupont, lui, il sait aussi se mettre à la place d'un entraîneur parce qu'il a été au quotidien aux côtés d'un entraîneur.
Donc ça, c'est très important. Et puis dans sa relation, c'est quelqu'un qui fait attention à la santé mentale de son coach et de ses joueurs. Et ça, dans un monde où on veut tout le temps de la productivité et des résultats, ça amène une forme de bienveillance qui aide aussi à la performance, parce qu'à un moment, vous êtes des hommes avant d'être des joueurs ou des entraîneurs. Et justement, est-ce que parfois vous allez un peu le voir pour un partage d'expérience, comme il a vécu plein de choses, est-ce que ça vous arrive de le consulter ? C'est quelqu'un qui veut mettre en place des choses pour toujours nous ouvrir à de nouveaux horizons, nous alimenter. Et moi, le fait que, même si ça fait 10 ans que j'entraîne, je suis encore un jeune entraîneur. Mais c'est que votre deuxième saison en Ligue 2. Voilà, c'est que ma deuxième saison en Ligue 2. Et on essaye de trouver des choses qui pourront me servir dans mon enrichissement personnel, et à lui aussi, parce que c'est une nouvelle fonction. Donc j'essaye de lui transmettre ce qu'un entraîneur attend ou comment il ressent les choses. Et à l'inverse, il essaye de me challenger ou de me motiver sur des choses qui pourraient m'amener un plus. Donc c'est une relation enrichissante. C'est quelqu'un qui n'est pas intrusif, qui n'est pas là, par exemple sur la composition ou des choses comme ça. C'est quelqu'un qui fait vraiment confiance à son entraîneur. En tout cas, moi, mais c'était déjà le cas avant, l'année d'avant au Red Star. Parfois, on dit les coachs ne choisissent pas leur équipe. Moi, les joueurs, j'ai toujours choisi mes joueurs et mon système. Il n'y a jamais personne qui m'a dit quoi que ce soit là-dessus. Et ça, c'est quand même très, très important. Mais c'est plutôt une relation saine, en fait, qui est intéressante, et puis qu'on essaye de toujours alimenter. Et ça vous est déjà arrivé de lui demander comment cette situation se passerait au Real Madrid, alors, en équipe de France, au LOSC, Les joueurs, au Real, ça se passait comment ? L'équipe de France, ça se passait comment ? Nous, ça va être plus sur des échanges un peu informels où il va me faire partager son expérience. C'est pas quelqu'un qui est dans le moi-je. Il y a beaucoup de gens qui ont fait des choses qui sont... Donc c'est très, très intéressant. Mais en tout cas, il est très accessible là-dessus, et il nous donne des infos sur ses expériences. Et là, du coup, vous êtes actuellement 3e. Quels vont être un peu les objectifs du club à court et moyen terme ? Nous, déjà, on a avancé dans nos objectifs presque plus vite. Maintenant, on prend goût et on a envie d'être compétitif, d'être compétiteur et de durer. Mais on essaye de ne pas en faire de nouveaux objectifs, de créer des attentes pour lesquelles on serait déçu. Pour l'instant, c'est encore trop tôt. Moi, j'ai demandé à ce qu'on se concentre sur le deuxième tiers avec les mêmes ingrédients que le premier. La différence, c'est qu'on est beaucoup attendu. Donc forcément, les matchs deviennent plus difficiles. On nous lit beaucoup, et il y a tout un aspect mental à appréhender. Mes joueurs, par exemple, à l'image de Clermont, alors c'est très ponctuel, c'est des joueurs qui sont très bien dans leur tête, très humbles, mais sur ce première mi-temps, ils ont manqué de simplicité. Parce que parfois, quand vous êtes deuxième, troisième... Puis c'est des joueurs qui n'ont pas forcément l'habitude d'être attendus comme ça chaque week-end. Exactement, aujourd'hui on n'a pas de marge. Si on avait l'habitude, mais aujourd'hui on doit apprendre à gérer tous ces paramètres, et notamment la gestion des émotions dans la surperformance. Donc tout ça, je ne peux pas l'anticiper. Et après, il y a les imprévus comme les blessures, la contre-performance. Est-ce que mes joueurs sont en capacité de durer ? Mais en tout cas, nous, ce qu'on doit faire, et avec mes joueurs, c'est pas que mes joueurs, c'est moi aussi, c'est être vigilant à ça, d'être toujours alerte sur le fait de vouloir progresser et d'anticiper comment on est vu aussi, parce que les adversaires nous lisent. Donc vous diriez que le plus dur arrive, parce qu'il va falloir arriver à maintenir un haut niveau de performance. C'est très dur d'y arriver et d'aller aussi vite pour nous, mais ça va être encore plus dur, je pense, de s'y maintenir. Donc voilà, après on se prend pas la tête. Si déjà on prend du plaisir et qu'on a cette volonté de créer des émotions avec notre public, parce que ça on n'en a pas parlé, mais c'est aussi une force, que ce soit à Beauvoir ou à l'extérieur. Et justement, comment vous allez un peu procéder d'un point de vue mental pour réussir à faire comprendre aux joueurs qu'il va falloir maintenir ce niveau d'exigence, que même à 1-0, il va falloir continuer de jouer ? Parce que ça, c'est des choses qui commencent à pêcher un petit peu sur vos derniers matchs. Ouais, sur ces derniers matchs, on voit des nouveaux enseignements. Et là, notamment après Clermont, je pense qu'après le 1-0, on est tombé dans la facilité. Donc ça sera notre capacité à... pour moi, chaque match a sa vérité. Donc si on arrive, nous, les entraîneurs et le staff, à anticiper la vérité sur les valeurs à avoir, parce qu'il y a les valeurs mentales et humaines, la vérité à avoir sur le plan de jeu, ne pas se tromper sur les plans de jeu. Aujourd'hui, on n'a pas la marge, donc il faut optimiser tous nos plans de jeu. Ça durera pas mal, parce qu'on va donner tous les éléments de contexte à mes joueurs pour performer. Et puis après, il y a leur quotidien, leur capacité à devenir des gros joueurs de Ligue 2 et à durer dans le haut tableau. Et ça, c'est propre à chacun. Donc là, sur la deuxième partie de saison, ça va vraiment être un travail de l'aspect mental. Exactement, l'aspect mental va être très important. Continuer à faire les efforts à l'entraînement, parce que tout ce qui a fait qu'aujourd'hui on a réussi, c'est beaucoup de sacrifices, beaucoup de travail. Donc capacité à remettre les ingrédients par le travail aussi. Par le mental et par le travail.
Merci beaucoup. La prochaine fois, c'est moi qui vais venir à Bauer. Avec plaisir, vous êtes les bienvenus. Merci.